je vais vous parler des dilatations de branches chez l'enfant et je vais parler des dilatations de branches hors mucoviscidose. Donc, surtout concernant les maladies respiratoires chroniques, qui se définissent par la présence de troubles permanents des branches qui sont anormalement dilatées parce qu'il y a une destruction de l'armature bronchique. Donc, généralement, comme il y a des lésions, elles sont diagnostiquées par la radiologie, notamment par le scanner. La manifestation clinique la plus fréquente est la toux productive, qui est chronique. Donc, la pathogénie des dilatations de branches est complexe et elle répond à plusieurs étiologies des lésions chroniques du poumon. Alors, devant les dilatations de branches qui sont diagnostiquées par, donc, comme je vous ai dit, par une toux productive, puis par des lésions scanographiques, la première cause qui doit être éliminée, c'est la mucoviscidose et il faudra absolument faire le test Zature. Même si aujourd'hui, on a exclu la mucoviscidose pour parler des autres étiologies. Donc, les dilatations de bronches, on n'écrit pas dessus beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de littérature les concernant. Et de plus en plus, on a moins d'écrits. Donc, les dilatations de bronches perdent beaucoup de leur intérêt. Mais quand on voudrait savoir à peu près quelle est la prévalence moyenne des dilatations de bronches, on voit qu'il y a par exemple une étude qui a montré qu'il y avait une prévalence de 16,4 pour 100 000 à Hong Kong. Et on sait que c'est variable d'une origine à une autre en fonction des conditions économiques, en fonction du sexe et de l'âge de l'enfant. Et puis, les dilatations des bronches, comme je vous l'ai dit au départ, ont perdu un peu de leur exact et de l'intérêt qu'elles engendraient avant. Parce que de plus en plus, on parle d'asthme sévère qui est résistant. Et donc, comme je vous ai dit quand j'ai parlé de BPCO, borderline entre l'asthme et la BPCO, mais également, il peut engendrer des lésions pulmonaires telles que les dilatations de branches. Et puis l'autre entité nouvelle, qui est la bronchite bactérienne prolongée et l'utilisation des antibiotiques dans cette pathologie, a fait qu'on a pu éviter certainement la survenue de dilatation de branches chez pas mal d'enfants. Alors l'éthiopathogénie, comme je vous ai dit, est complexe. Ça commence par une infection par différents germes, puis une inflammation qui s'installe. Et puis, il y a un cercle vicieux qu'on appelle le cercle vicieux de Cole, où l'infection, puis l'inflammation et la destruction de la branche et l'altération, bien entendu, de la clairance mucociliaire. Pardon. Je suis en train juste d'arranger un tout petit peu pour pas avoir la barre qui me barre le chemin, comme son nom l'indique. Donc, toujours sur le plan éthiopathogénique, Whitwell a étudié 200 cas de résection de poumons sur des cadavres, bien sûr, et la paroi bronchique était infiltrée de cellules inflammatoires. Il y avait une perte de l'élastine et dans les cas plus graves, une perte de cartilage. Ce qui fait qu'il y avait les trois types, folliculaires, saculaires et atelectatiques, et qui engendrent ce qu'on connaît bien sur le plan radiologique essentiellement par les bronchectasies tubulaires, saculaires, kystiques, moniliformes. Sur le plan radiologique, on a vu qu'il y avait même des lésions qui commençaient très tôt à type d'emphysème engendré par l'inflammation et qui va progresser dans le poumon, commençant par les petites branches et puis atteignant les grosses branches par la suite. Les principales causes en dehors de la mucoviscidose, qui est la cause la principale et qu'il ne faudra jamais oublier, c'est la pneumonie
les post-infectieuses, la rougeole, la coqueluche, les infections virales, quelles qu'elles soient, les infections à germes atypiques, les troubles de la clairance mucociliaire, en dehors de la kiné toujours, la dyskinésie ciliaire primitive et les obstructions secondaires, soit par un corps étranger ou tumeur. Les dysfonctions immunitaires, il ne faut pas oublier cela. On a eu beaucoup de causes concernant les dysfonctions immunitaires, notamment concernant l'immunité morale, mais pas que. Il faudra aussi savoir interroger sur l'immunité congénitale cellulaire ou acquise. L'aspergillose bronchopulmonaire, la malnutrition et les nouveaux niveaux socio-économiques défavorables, certainement par le fait qu'ils peuvent s'infecter et pas se traiter correctement. Les affections inflammatoires, rhumatismales ou du tube digestif, et puis d'autres pathologies plutôt génétiques ou dues à l'exposition au tabac. Voici un tableau récapitulatif des étiologies des dilatations de bronches. Il y a les maladies inflammatoires, la rectocolite hémorragique, le Crohn, l'arthrite juvénile idiopathique, les corps étrangers, les facteurs extrinsèques, l'inhalation, le reflux, les malformations, les déficits immunitaires humorales ou cellulaires, les maladies génétiques, et l'aspergillose bronchopulmonaire, la tuberculose et l'asthme, ou bien post-infectieuses, des germes banaux tels que la rougeole, la coqueluche, les virus en général, l'adénovirus notamment, ou bien idiopathique. Alors, en fréquence dans cette étude pédiatrique, on voit que dans ces études pédiatriques, on voit que le déficit immunitaire est important, mais également tout ce qui est post-infectieux. Et donc, vous voyez que finalement, la mucoviscidose n'est pas très fréquente, même que les dyskinésies ciliaires primitives. Les manifestations cliniques qui nous amènent à penser qu'il y a peut-être des dilatations des bronches, c'est bien sûr la toux chronique productive, la bronchorée, qui est variable en quantité, en qualité. Elle peut être claire, elle peut être muqueuse, elle peut être purulente. Et des fois, elle peut manquer. Elle peut être discrète et peut manquer. Les hémoptysies sont rares chez l'enfant, heureusement. Et quand elles surviennent, des fois, on est obligé de faire un geste hémostatique. La dyspée est variable. Elle peut exister lors des exacerbations. Et sur le plan auscultatoire, on peut trouver des râles bronchiques, des râles sibilants des fois, et des fois aussi des crépitants dans le cadre des infections, mais aussi, des fois, c'est des crépitants qui restent toujours localisés au même endroit ou qui peuvent être bilatérales dans les formes bilatérales. L'hypocratisme est observé surtout dans les formes évoluées et puis, comme dans toutes les pathologies bronchopulmonaires obstructives, il y a un risque d'évolution vers l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque. On peut aussi voir les infections parenchymateuses qui récidivent surtout au même endroit. Et des fois, ça peut donner une fièvre qui persiste et un foyer suppuré. Et des fois, on est obligé d'aller vers l'acte chirurgical pour soulager l'enfant. Et il peut y avoir un retentissement sur les sinus chez les enfants. La cassure de la courbe de croissance et les hypotrophies, la déformation thoracique, l'hypocratisme dans les formes évoluées. Alors, une fois on a vu la clinique, les signes d'inquiétude, le diagnostic est confirmé par la radio et notamment la tomodensitométrie qui va nous montrer les lésions. Les étiologies maintenant, bien sûr, on va identifier pour cela le terrain, l'âge de l'enfant, les signes extra-respiratoires pour essayer de trouver l'étiologie, un contexte particulier, la recherche d'aspergillus, les immunoglobulines, l'étude de l'immunité cellulaire, le test de la sueur, le NO nasal, les battements ciliaires, sachant que les étiologies post-infectieuses, quoique
importantes en fréquence, elles sont un diagnostic d'élimination. Donc, dans 30% effectivement des étiologies, c'est les post-infectieuses, qu'il s'agisse d'infections bactériennes ou qu'elles soient dues à la tuberculose ou qu'elles soient dues au virus ou au germe atypique. Donc, le diagnostic est relativement facile quand ça survient, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue pneumologue, concernant les infections à Covid, qui, dans les jours qui suivent, ont développé des symptômes de bronchiolite oblitérante. Donc là, quand les dilatations de branches surviennent d'un seul tenant progressivement, mais depuis le moment où il y a eu l'infection, c'est facile. Mais souvent, ce n'est pas du tout le cas. Et l'infection est généralement oubliée. Et on n'arrive pas à vraiment l'incriminer dans la survenue des dilatations de branches. Donc là, la question sur l'évolution des infections bactériennes, quelles qu'elles soient, ou virales, etc., actuellement, on dit que si on pouvait prendre en charge correctement ces enfants dès la fin de leur épisode infectieux, on pourrait peut-être éviter l'évolution qui ne doit plus être fatale de la survenue des dilatations de branches. Donc, on peut avoir un effet sur la diminution des exacerbations qui sont tout à fait néfastes, puisqu'elles entretiennent le cercle vicieux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en conséquence, le déclin de la fonction respiratoire. Les poumons des enfants qui ont des bronchectasies ont pu être normaux au départ, et puis la gestion inappropriée pourrait engendrer les bronchectasies. Donc, un traitement adéquat avec l'évitement des exacerbations pourrait nous éviter la survenue des bronchectasies. Peut-être c'est ainsi qu'avec l'amélioration de la prise en charge, que ce soit de l'asthme sévère, que ce soit de la bronchite bactérienne prolongée, avec eux, on parle beaucoup moins de dilatation de bronches. Et même quand on a, par exemple, une mucoviscidose et une dyskinésie ciliaire primitive, ce n'est pas une fatalité que la branche va être détruite si on est capable de prendre les choses en main et améliorer ces enfants par un traitement adéquat. Alors là, je reprends la toux chronique productive qui va entraîner dans le cadre des bronchites bactériennes prolongées et que si on ne les prend pas énergiquement en charge, on risque d'avoir les bronchectasies et les déficiences pulmonaires engendrées. Donc, voici l'évolution des bronchites bactériennes prolongées avec la suppuration et l'évolution vers les dilatations de branches. Donc, il faut absolument casser ce continuum qui va nous faire aboutir à des lésions irréversibles. Le traitement médical dans les pathologies pulmonaires chroniques réduit, améliore la clairance mucociliaire, évite l'encombrement bronchique chronique et en conséquence la colonisation bactérienne et surtout les poussées récurrentes de surinfection. L'antibiothérapie prolongée a fait ses preuves dans la mucoviscidose et la muco est devenue un modèle pour l'utilisation de l'antibiothérapie, que ce soit des antibiothérapies prolongées ou séquentielles ou alternées. Alors, faut-il la faire d'emblée pour éviter les complications ou bien faut-il la réserver aux formes les plus sévères pour améliorer leur qualité de vie? Quels sont les antibiotiques? On ne sait pas répondre réellement à cette question. Mais quel antibiotique on peut utiliser? Alors, généralement, on utilise l'amoxicilline, le macrolide ou le cotrimoxazole. Les objectifs de cette prise en charge des bronchectasies, qu'elles soient antibiotiques ou autres, c'est de prévenir la progression de la maladie, améliorer la fonction respiratoire, réduire les exacerbations, diminuer la sévérité et améliorer la qualité de vie. Donc, rompre un tout petit peu le cercle de Kohn, vicieux de Kohn. Alors, en plus des antibiotiques, il faudra dégager les voies respiratoires, utiliser la kinésithérapie, éventuellement les corticoïdes inhalés ou les bronchodilatateurs.
Les antibiotiques visent l'hémophilus, la moraxella, le streptocoque pneumoniae. Ça, c'est les germes les plus fréquents, incriminés au début. Mais attention, par la suite, il y a un risque de colonisation par le staphylocoque aureus, par le Pseudomonas aeruginosa en fin d'évolution. Donc, plusieurs essais sont actuellement en cours concernant surtout la prise en charge au long cours par soit l'amoxicillin clave, comme c'est le cas des bronchites bactériennes prolongées, ou l'azithromycine, surtout vu le modèle de la mucoviscidose. Mais les conclusions ne sont pas tout à fait performantes. Une étude de cohorte courte sur 6 mois a décrit une amélioration de la fonction pulmonaire et une réduction de la fréquence des exacerbations de plus de la moitié lorsque l'azithromycine a été administrée à des adultes atteints de bronchectasie. Et cette réduction est liée non pas seulement, et certainement pas seulement, à l'effet antibactérien de l'azithromycine, mais surtout à ses propriétés anti-inflammatoires immunomodulatrices. Voici plusieurs études qui ont étudié l'azithromycine au long cours chez les patients mucoviscideux. Et ce qui a constitué un modèle. Et effectivement, ça pouvait diminuer le nombre d'exacerbations, parce qu'on diminue l'inflammation, le nombre de cures d'antibiotiques, mais également, on a vu l'amélioration même des fonctions pulmonaires. Maintenant, en dehors de la mucoviscidose, les études de Yara et qui montrent qu'il y a aussi une diminution du nombre d'exacerbations. Il y a une amélioration clinique. Oui. Allô? مسموش فيها؟ Hein? Si. Ah bon, ça va. Ça va, ça va. Alors, voilà. Par contre, ce qui est pas certain du tout, c'est la fonction respiratoire et l'impact de l'antibiothérapie. Plutôt, l'impact de l'effet anti-inflammatoire des macrolides n'est pas du tout certain et les études ne sont pas unanimes concernant l'amélioration du VMS. Donc, une étude récente a mesuré l'impact d'une antibiothérapie sur le portage nasopharyngé et on a vu que le risque de portage par le streptocoque pneumoniae est significativement diminué chez les enfants qui ont reçu des antibiotiques, qu'il s'agisse de amoxicilline ou bien de macrolides. Par contre, le risque d'isoler, c'est ça le revers de la médaille, il y a un risque élevé d'isoler une bactérie résistante. C'est ça le problème essentiel. Donc, le fait d'utiliser les antibiotiques, bien sûr, ça va favoriser l'émergence et la sélection de bactéries résistantes. Et notamment concernant surtout les enfants et le problème que nous vivons avec les bêta-lactamases, les entérobactéries à bêta-lactamase du spectre élargi, les BLSE, qui infectent puisqu'ils sont portés dans les selles, c'est des Escherichia coli, et qu'on arrive, au cas où il y a une infection urinaire, on n'arrive pas à les maîtriser facilement. Alors, quand on utilise les bêta-lactamines comme l'amoxicilline, on a beaucoup moins de dégâts que si on utilisait les macrolides. Donc, l'utilisation de l'amoxicilline agit sur essentiellement la résistance du streptocoque pneumoniae. Par contre, pour l'utilisation des macrolides, on a des résistances aussi bien sur l'hémophilus que le pneumocoque, que le mycoplasme, que les shigelles et les salmonelles. Dans une étude sur le portage nasopharyngé, on a vu que, et la résistance aux antibiotiques, on a vu qu'il y avait, notamment concernant le pneumocoque, qu'on avait, quand il n'y avait pas d'antibiotiques, bien sûr, il y a moins de résistance, et que les antibiotiques ne sont pas identiques concernant la résistance. Par exemple, l'amox, plus ou moins associé à l'acide clavulanique, était moins néfaste que les céphalosporines de deuxième, troisième génération, l'érythromycine, et était encore moins néfaste que l'azithromycine et la clarithromycine. Dans cette étude active, qui est menée de 2010 à 11, d'octobre 2010 à mars 2011,
concernant les nourrissons suivis par des pédiatres et le portage BLSE. On a vu que 4,9% étaient porteurs sains de BLSE et le facteur de risque de portage était l'utilisation des céphalosporines dans les 3 mois qui ont précédé. La résistance du mycoplasme aux macrolides est bien sûr très connue et a été décrite d'abord en Asie parce qu'ils utilisaient beaucoup les macrolides dans le traitement d'une forme particulière de bronchiolite oblitérante. Je ne sais pas si tout à l'heure Jihen vous en a parlé et qui était très très grave chez ces enfants asiatiques. Et puis, la résistance du mycoplasme aux macrolides a commencé à être décrite dans les pays occidentaux. Alors, ce qui fait qu'on est en permanence en train de peser le bénéfice et les risques à utiliser une antibiothérapie chez les enfants qui ont une pathologie pulmonaire afin de faire éviter la survenue de dilatation de bronches ou bien d'exacerbations qui pouvaient les faire basculer plus dans la détérioration de leurs poumons, l'insuffisance respiratoire, le cœur pulmonaire chronique. Bien sûr, le désavantage, c'est l'avoir des résistances chez l'enfant, mais dans la population générale aussi. Alors, n'oublions pas quand même que la kinésithérapie pourrait rendre service à ces enfants en améliorant la cléarance mucociliaire, la ventilation de ces enfants, l'obstruction bronchique, et puis ça pourrait ne pas favoriser la colonisation bactérienne. Donc, pour conclure, un diagnostic précoce, comme je vous ai dit, une surveillance active étroite, les traitements antibiotiques ou autres pourraient absolument améliorer et ne pas rendre l'évolution, par exemple des bronchites bactériennes prolongées vers les dilatations de bronches, que ce ne soit pas automatique. De même que dans les pneumopathies chroniques, on peut éviter le passage au long cours vers les dilatations de bronches. Voilà. Donc, ce n'était pas très long.